Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau Café Alpha organisé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne et le CNES. Nous sommes en direct de la Cité de l'Espace depuis l'exposition Suivi Mission Alpha, qui est un peu comme un centre de contrôle où on va pouvoir pas à pas suivre la mission de Thomas Pesquet. Alors justement, c'est un café alpha un peu extraordinaire puisque c'est le premier depuis que Thomas Pesquet est arrivé dans l'espace, dans la station internationale. Vous avez sûrement dû suivre le décollage vendredi dernier. Il est parti depuis Cap Canaveral avec 3 autres astronautes à bord de la capsule Crew Dragon et ils ont atteint la station spatiale internationale samedi. Voilà, donc la mission Alpha, c'est parti. On est à la Cité de l'Espace. Vous pourrez bientôt venir découvrir cette exposition dès que la Cité de l'Espace sera réouverte. Nous l'espérons à partir du mois de mai. Donc je rappelle que ces rendez-vous Alpha, notre objectif est de vous faire suivre au plus près la mission grâce à des experts, mais aussi des artistes, des écrivains qui ont un lien avec Thomas Pesquet ou la mission Alpha. Donc la semaine dernière, nous avons déjà réalisé 2 cafés Alpha. Nous avons reçu et parlé de prospective, nous avons parlé d'avenir, nous avons parlé du CADMOS. Aujourd'hui, nous revenons au CADMOS et nous avons le plaisir d'accueillir Grégory Navarro. Bonjour. Alors, bonjour Grégory. Bonjour. Alors, Grégory, vous êtes ingénieur au CNES, responsable d'expérience pour le vol spatial habité au CADMOS. Alors, le CADMOS, je rappelle, c'est le centre d'aide au développement des activités en micropesanteur et des opérations spatiales. Alors, nous verrons que vous avez 2 casquettes. La première sur les expériences dont on va parler, expériences embarquées à bord d'ISS. La deuxième, justement, sur la prospective. Alors, Grégory, qu'est-ce qui vous a amené à l'espace? Est-ce que vous étiez petit déjà, passionné d'espace? Alors, c'est ça, tout à fait, oui, oui. Petit, en fait, peut-être un peu comme tous les autres garçons, j'avais envie de devenir astronaute. C'était les, les exemples qu'on nous donnait à l'époque. Voilà. Et du coup, mon objectif, ouais, c'était de travailler dans le domaine spatial et en particulier pour les vols habités. Et donc, j'ai pu réaliser cet objectif et participer à la mission Alpha avec Thomas Pesquet. Très Ah, c'est content. formidable. Alors déjà, vous aviez la tête dans les étoiles. Alors dites-nous un peu quel parcours vous avez suivi. Alors, j'ai suivi un parcours scientifique assez classique. J'ai intégré une école d'ingénieur à Orléans. C'est l'école actuellement, elle s'appelle Polytech Orléans. Elle n'avait pas ce nom-là à l'époque. Mon objectif, donc, c'était de travailler dans la spatiale, d'intégrer une filière euh, aéronautique et spatiale. Et en fait, en cours d'études, je me suis réorienté sur la partie plus électronique et informatique embarquée. Donc, en sortant de D'accord. l'école, j'ai travaillé avant de rentrer au CNES dans différentes entreprises dans le développement informatique embarqué. Donc, c'est-à-dire toutes les cartes électroniques que vous pouvez trouver sur les objets mobiles. Ça va du téléphone, plus ou moins mobile, on va dire, la machine à laver, les automobiles, les écrans, etc. Oui, vous Et m'avez dit que vous avez d'abord travaillé sur les voitures. oui, c'est ça, c'est ça. Plus exactement dans la surveillance de pression des pneus. Et en 2008, j'ai intégré le CNES, alors pas dans les vols habités, toujours dans ce métier d'informatique embarquée. J'ai basculé ensuite dans les opérations spatiales, plus dans les centres de contrôle. Et en 2018, j'ai eu la chance d'intégrer le CADMOS et donc de pouvoir être là au début de la préparation des expériences pour la mission. Oui, alors c'est vrai que la station spatiale internationale est d'abord un immense laboratoire. Il y a 12 expériences du CADMOS qui ont été embarquées et je crois que vous êtes donc concerné par 3 expériences C'est ça. euh, qui sont d'ailleurs présentées ici. Vous pourrez en retrouver une dans l'exposition. La première expérience s'appelle Blob. Alors, est-ce que vous pouvez simplement nous expliquer c'est quoi un blob? Alors, le blob, c'est un organisme unicellulaire, donc composé d'une seule cellule,
Il n'est ni animal ni végétal. Voilà, vous avez une image à l'écran d'un blob actif. En fait, il est capable d'explorer son environnement, donc de s'étendre jusqu'à une dizaine de mètres carrés, à la recherche en fait essentiellement de nourriture. Alors c'est un organisme qui craint la lumière, mais en revanche il est très intelligent. Il connaît les endroits par lesquels il est passé. Il est capable de résoudre des labyrinthes. C'est un organisme vivant qui est très intéressant à étudier. Et l'idée, c'est et avec Audrey Dussour, qui est la spécialiste du blob en France, c'était de pouvoir monter une expérience donc, avec le CNES et l'ESA, une expérience pédagogique. Donc réaliser, avoir la possibilité de mettre un blob dans l'espace, l'observer et réaliser les mêmes types d'expériences dans les salles de classe pour que les élèves puissent comparer les résultats. Donc là, Oui, alors ça, c'est d'ailleurs une spécificité de votre travail, c'est que dans ces deux expériences dont on va parler, il y a un lien avec les étudiants et les lycéens. Donc, comment se fait ce lien exactement? Alors, pour Blob, c'est le service éducation jeunesse qui est aux manettes pour mettre en place des expériences, le même type d'expérience que celle qui va être réalisée dans la station, dans les salles de classe. Donc là, le lien se fait naturellement avec l'académie et l'éducation nationale à travers l'équipe éducation jeunesse du CNES. Pour les expériences avec les étudiants, donc Tetris et Éclosion, c'est un autre parcours qui a été réalisé. En fait, les étudiants ont participé à un concours qui s'appelle Génération ISS, qui est organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et donc, les étudiants qui ont remporté ce concours, il y a eu deux équipes. Donc, ça a mené à ces deux expériences et j'ai accompagné aussi. Alors, pour Tetris, donc j'étais en effet le responsable d'expérience. Pour Éclosion, j'étais en intérim pendant un certain temps, mais la responsable d'expérience, c'est Sylvie Zwieten. Donc, on a avancé tous les deux sur cette expérience. Ça doit être très plaisant de travailler comme ça avec des jeunes, parce que là, on a vraiment l'impression de transmettre quelque chose et C'est tout à donner fait ça. l'envie, la passion. Oui, exactement. Alors, en fait, en face de nous, on a des gens des étudiants, des jeunes qui sont hyper créatifs, avec beaucoup d'initiatives et d'envie. Et beaucoup d'énergie. Et en effet, là, le travail essentiel, c'est d'arriver à leur transmettre les connaissances qu'on a côté Cadmo sur comment est-ce qu'on développe, comment est-ce qu'on réalise une expérience pour qu'elle soit ensuite mise en œuvre dans la station spatiale. Et donc, se plier en fait à toutes les contraintes qui nous sont imposées par la NASA, l'ESA, et voilà, pour pouvoir mener cette expérience à bord et ensuite qu'elle puisse fonctionner en toute sécurité. Oui, alors justement, on sait que c'est un formidable travail en équipe. Chacun a un rôle très précis. Justement, est-ce Exactement. que vous pouvez nous expliquer, vous, par exemple, par rapport à l'expérience Blob, quel est votre rôle? Alors, en tant que donc, responsable d'expérience au Cadmos, le rôle, c'est de gérer la création et la réalisation de l'expérience et de pouvoir. En fait, l'objectif, c'est on part d'une idée, il faut réaliser le matériel que vous voyez à l'écran et que ce matériel il soit conforme aux règles de sécurité de la station spatiale. Donc, voilà, tout ça et pouvoir ensuite l'amener dans la station. Alors, en fait, c'est un peu un rôle de coordinateur entre la scientifique qui arrive donc avec ses connaissances sur le blob, l'industriel qui va faire les plans et la réalisation de la boîte, l'ESA qui va, elle, arriver avec ses contraintes de sécurité en particulier. Et voilà, tout ça, il faut arriver à faire se parler tous ces gens-là et pouvoir mener, en fait, et avoir le tampon bon pour le vol à la toute fin et pouvoir ensuite faire décoller notre expérience le 1er août. Oui, c'est ce que vous m'avez dit. Vous êtes en fait responsable de ce qu'il y ait bien à la fin le tampon validé par l'ESA. C'est C'est ça. bon, ça peut partir dans l'espace. Exactement. Alors ce blob, j'ai vu qu'il fallait le réveiller. Oui. Alors en effet, là, sur l'image qui était diffusée juste avant, on a une vue en fait des quatre cellules qui contiennent les blobs. Alors là, ce que vous voyez affiché à l'écran, c'est un blob qui est actif.
Voilà. Et dans les cellules, donc, nous, on- l'idée, c'est de monter ce blob en dormance. Donc, il est dans un état d'hibernation, on pourrait dire. Le blob, en réalité, quand il n'a pas d'eau ni de nourriture, voilà, il se met en mode repli. Et l'objectif, donc, c'est ensuite, une fois arrivé à bord, Thomas Pesquet va sortir la boîte sa trousse de transport et injecter de l'eau à travers les petites valves là que vous voyez avec les capuchons bleus sur les côtés. Donc, cette eau, le blob, lui, va l'absorber, il va s'activer et là, il va faire sa vie, il va aller explorer le contenu de sa boîte. Si certaines boîtes donc, ne contiennent pas de nourriture, d'autres oui. Donc, si le blob trouve de la nourriture, il va exploiter cette nourriture. Et donc, ce qu'on a prévu, c'est que donc, cette expérience dure 7 jours. Et pendant ces 7 jours-là, on a une petite caméra qui est intégrée à la boîte et qui va filmer en fait comment le blob va se comporter en micro-pesanteur. Voilà, donc l'idée, c'est de comparer ce qui se passe en apesanteur et sur Terre. Exactement. Donc, dans les salles de classe, les élèves vont avoir un kit qui est, à- on va dire, à peu près similaire, en tout cas au niveau des cellules transparentes en plastique transparent que vous avez vu. Et donc, ils vont pouvoir mettre en œuvre le même type d'expérience pendant 7 jours, prendre des images au fur et à mesure de l'évolution du globe. Et ensuite, ils pourront donc comparer leurs images avec les images qui auront été prises à bord de la station. Donc, le seul paramètre qui est différent entre les deux, en effet, c'est la pesanteur sur Terre et l'absence de pesanteur donc, à bord de la station. Et peut-être donc un comportement du blob différent à bord de l'ISS. Oui, on s'attend déjà à quelque chose ou on sait ce qu'on peut En voir? fait, il y a plusieurs hypothèses. Peut-être qu'en effet, le blob va tirer parti de l'absence de pesanteur pour passer, enfin, avoir des filaments qui vont se développer à la verticale et aller explorer le haut de la boîte, ou il va continuer à faire ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire explorer en collant sur les parois de la boîte et donc le tour. On ne sait pas trop en fait. Peut-être que même il sera tellement perturbé que ben il va pas bouger, il sera actif, mais il restera immobile. Donc voilà, plusieurs hypothèses, on ne sait pas trop Donc c'est la surprise. exactement. Donc finalement, on avait vu Hélène Ravilli qui était responsable de la sécurité des expériences. On pourrait Oui. dire par exemple de vérifier que le blob n'est pas dangereux, qu'il ne peut pas se diffuser partout dans la C'est station ça. ISS. Mhm. Vous, c'est plutôt construire la boîte qui l'emmène, vérifier qu'il va résister au décollage, parce que j'imagine que les vibrations du décollage, ça se Alors, ressent. en effet, il y a plusieurs volets qui nous faut vérifier et plusieurs choses qui sont à faire pour avoir ce tampon bon pour le vol. La plus forte et celle qu'on a en tête en premier, c'est en effet la sécurité. Donc, j'ai travaillé avec Hélène conjointement sur ces aspects de sécurité. Hélène, elle a une très bonne connaissance de toutes les contraintes de sécurité pour la station spatiale. Donc, c'est une discussion avec elle donc de mon côté, je présente en fait bah, le design de la boîte, ce qu'on pense faire, comment est-ce qu'on veut réveiller le blob, etc. Et en appliquant ces contraintes de sécurité, évidemment, sur la façon dont tu l'as conçu, ça va apporter tel danger, le blob il risque de sortir, comment est-ce que tu le gardes confiné, etc. Et en fait, ce travail conjoint, ça permet de faire maturer la conception et ensuite d'avoir un dossier solide et bien consolidé à présenter à l'ESA pour avoir donc le go de l'équipe sécurité ESA donc, voilà, sur ces aspects-là. Et ensuite, il y a notre boîte, elle va aller dans la station spatiale. Ça veut dire qu'à l'intérieur de Columbus, il va falloir l'installer. Donc, elle va s'interfacer mécaniquement avec Columbus. On va avoir besoin d'énergie électrique. Donc, on va s'interfacer avec une prise électrique quelque part dans Columbus. Et donc, ça veut dire on va utiliser, enfin, la boîte, elle ne va pas vivre tout seul, elle va vivre avec la station. Donc, il faut aussi arriver à démontrer que quand on la branche dans la station, on ne va pas créer de problème, on est bien compatible avec la station. Et, euh, et donc, ça va bien fonctionner, les deux vont bien fonctionner ensemble. Vous abordiez aussi le point des vibrations. En effet, ben, pour monter à bord de la station, il faut mettre notre expérience dans un lanceur. Ce lanceur, ben, quand il décolle, il émet
beaucoup de vibrations, une grosse accélération. Donc, il ne faut pas que la boîte soit détruite par le vol de la fusée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on la soumet à beaucoup de tests au sol, et en particulier les tests de vibration. Donc, simplement, hein, on pose notre boîte dans sa trousse de transport sur un pot vibrant et on la fait vibrer comme avec les mêmes types de vibrations qui sont subies donc, pendant le décollage. Et à la fin, ben, on ouvre notre trousse et on regarde si la boîte n'a pas été endommagée. Donc, voilà, ça fait partie des différents tests. Il y a des tests aussi relatifs aux ondes de radiofréquence. Il y a des tests relatifs à la température, etc. Donc, tous ces tests-là, ça fait partie aussi du travail organisationnel du responsable. Parfait, ben, c'est passionnant tout ça. Alors, je rappelle à nos participants, nos visiteurs en ligne, qu'ils peuvent poser des questions dans le chat. Vous pouvez, en haut de votre barre Teams, cliquer sur la petite bulle qui vous permettra de poser vos questions directement dans le chat et je pourrai les recueillir ici et les poser à notre invité. Alors, merci Grégory. Ça, c'était un peu la première partie de votre travail. Vous avez une deuxième casquette. Vous êtes aussi... alors, on n'a pas parlé des autres expériences. Il y a aussi Tetris et Explosion. Avant de passer à votre deuxième casquette, un mot sur Tetris. Alors, Tetris, c'est une des deux expériences qui a gagné donc, le challenge Génération ISS. Alors là, on est sur des étudiants post-bac, donc à l'IUT. C'est l'IUT de Toulouse qui a travaillé sur les étudiants de l'IUT de Toulouse qui ont travaillé sur le sujet. L'objectif, c'est de faire en fait, une boîte qui va contenir des expériences de physique et de chimie. Alors Tetris, parce qu'en fait, cette boîte, elle peut contenir jusqu'à 4 expériences. Bon, pour la mission alpha, c'est un premier pas, c'est-à-dire on a une boîte et une expérience à l'intérieur. Cette expérience, en fait, c'est les figures de Chladni. Alors, les figures de Chladni, pour faire rapide, donc voilà, on voit l'intérieur de Tetris. Alors, on a fait en sorte de faire un hublot pour que l'astronaute puisse voir l'intérieur et le déroulement de l'expérience. Alors, on aperçoit au fond l'expérience figure de Chladni. Et dans sa boîte, la boîte, ça s'appelle la plateforme. Et donc, cette expérience de Chladni, c'est un tube de polycarbonate, donc de plastique transparent, dans lequel il y a un piston et en fait, on a deux émetteurs à ultrasons l'un en face de l'autre. Donc, en fait, on va produire du son à l'intérieur de cette petite boîte en plastique. Et dans cette boîte en plastique, on a des toutes petites particules. Et ce qu'on espère, en fait, c'est que les particules se rangent le long des ondes sonores. Donc, les figures de Chladni, en fait, c'est ça, c'est la visualisation des ondes sonores grâce à de la poudre. On peut le faire, en fait, sur Terre avec une plaque de métal. On éparpille, en fait, de la poudre de façon plus ou moins homogène sur cette plaque de métal. Et en la faisant vibrer, par exemple, avec une boule en caoutchouc, vous pouvez frotter de façon régulière, ça va provoquer une vibration. Et vous allez voir, en fait, la poudre qui va se ranger le long des ondes et on a des jolies figures géométriques qui vont se former. Alors sur Terre, en fait, on peut le faire qu'en 2 dimensions à cause du poids des particules. Et ce qu'on espère, c'est pouvoir observer le même phénomène, la même visualisation en 3 dimensions dans l'espace grâce à la micropesanteur. Bon, bah alors on fait de la biologie, on fait de la physique des matériaux. Je vois d'ailleurs, il y a déjà des professeurs qui veulent savoir, mais comment on fait pour postuler? Comment les classes ont été sélectionnées? C'est des projets très intéressants. Alors, si on parle de Blob, il y a un site internet qui a été, il faut aller sur knest.fr ou chercher dans Google Knest et Blob. Vous allez atterrir en fait sur le site justement pour postuler, pour avoir des kits, pour avoir un kit d'expérience Blob. Donc, pour le challenge Génération LSS, malheureusement, il est passé. Je ne sais pas s'il y aura un nouveau challenge qui sera fait dans le futur. Mais voilà. En fait, il faut se tenir au courant un peu de l'actualité spatiale par rapport à ces initiatives-là. Merci Grégory. Il y a 2 autres questions. Combien de temps va durer l'expérience Blob? Alors, Blob, ça dure 7 jours. Donc, du moment du déploiement, de l'installation en fait, de la boîte à l'intérieur de Columbus, jusque donc à la fin de l'expérience. En réalité, quand on active un blob, on met très peu d'eau pour chaque blob. En réalité, c'est 0,3 millilitres par blob, c'est très très peu. Et on pense que
le blob va rester activé 3-4 jours. Alors, en fait, en laboratoire, on s'est aperçu que certains blobs pouvaient durer jusqu'à 7 jours. C'est pour ça qu'en fait, on veut observer le plus longtemps possible euh, l'activité du blob. Bon, formidable. Je vois que dans le chat, ça y est, nous avons l'information par Nathalie Journeau du CNES qui nous donne toutes les coordonnées pour les enseignants. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quand va commencer cette expérience Blob? Ah oui, alors ça c'est une très bonne question. Logiquement, on devrait avoir le début de l'expérience en septembre. Alors j'ai pas de date fixe parce qu'en réalité, le planning des astronautes, c'est une activité à part entière qui est réalisée conjointement entre l'ESA et la NASA. Donc nous, on arrive en disant, ben voilà, on aimerait que l'expérience soit réalisée sur telle période. Et ensuite, c'est NASA et ESA qui décident quand vraiment va débuter l'expérience. Et en réalité, ces plannings, ils s'affinent au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Donc là, Thomas Pesquet, il est monté donc l'année dernière à bord de la station. Mais en fait, ce qu'il va réaliser en septembre, c'est encore en cours d'affinage, on va dire. Le jour exact, on le saura plutôt, on va dire en juin, juillet. Je pense on saura vraiment quand est-ce que va débuter l'expérience. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit au mois de septembre. Alors, j'imagine, on me dit, oui, Thomas Pesquet, il a pris connaissance de cette expérience bien en amont. Il a Oui. déjà travaillé dessus? Alors, il a eu une présentation de l'expérience. Alors, l'expérience, elle a été fabriquée, réalisée du mois de septembre de l'année dernière jusqu'au mois d'avril. En fait, on vient de terminer toute la réalisation, l'intégration, les tests. Elle est prête à partir. Et entre comment dire, le planning de l'astronaute, d'entraînement de l'astronaute, les contraintes Covid, etc. En fait, Thomas Pesquet n'a vu qu'une présentation. Il n'a pas pu avoir accès au hardware, au matériel. Et donc, il va découvrir vraiment le matériel à bord de la station. Donc, il a été briefé avant sur comment justement mettre en œuvre l'expérience, comment injecter de l'eau, etc. En revanche, il va découvrir tout ça en live en septembre. Merci beaucoup. Alors, une dernière question juste pour répondre à nos questions du public. Est-ce que le blob va revenir sur Terre? Qu'est-ce qui va devenir après? Alors non, le blob reviendra pas sur Terre. Donc, une fois l'expérience terminée, il va revenir à son état d'hibernation. Et en fait, avec sa boîte, hein, il fera partie d'un cargo de retour qui brûlera dans l'atmosphère, donc qui se transformera en poussière d'étoiles. Ah, bon. Alors surtout, j'en profite pour dire à nos auditeurs que vous pouvez retrouver tout ça dans l'exposition suivie Mission Alpha, partie spécialement consacrée à l'expérience Blob, ici à la Cité de l'Espace. Alors, passons maintenant à votre deuxième casquette. Vous êtes aussi responsable recherche et technologie. Vous allez nous parler un peu de prospective. Alors, qu'est-ce que vous faites? Racontez-nous. Alors, ce travail-là, c'est réalisé en fait à l'intermédiaire entre plusieurs acteurs, donc des scientifiques, des industriels, le CNES et éventuellement aussi en interne du CNES, des experts techniques et, euh, et des responsables de projet. Donc, l'objectif, c'est de faire des études amont sur des objets, alors soit de la science en micropesanteur, soit des technologies pour l'exploration, dans le but justement de préparer les futures expériences ou les futures missions, soit dans l'ISS, soit enfin, les futures expériences, pardon, et les futurs objets technologiques, soit dans l'ISS, soit ensuite plus tard, on l'espère, sur des bases lunaires ou martiennes. Oui, donc vous vous projetez dans l'avenir en fait. Exactement. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Euh, travailler dans le vol habité, puisque c'était mon objectif. C'est en réalité, avant de travailler dans ce domaine-là, j'avoue que j'avais une idée peut-être un peu tronquée de
ce que j'allais y trouver. Mais finalement, ça rejoint ce que j'ai vécu dans mes expériences précédentes. Finalement, c'est le travail d'équipe que je trouve excellent dans ce métier-là. Voilà. Et Finalement, c'est puis, vrai, le pardon, travail en équipe. ouais, exactement. Ouais, et multi-métiers, multi-agences spatiales. Voilà, arriver à faire comment dire, se rejoindre, se coordonner, la science, la technologie, les industriels, les différents acteurs du spatial. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans ce métier-là. Bien. Et est-ce que finalement, votre rêve d'enfance, c'était de devenir astronaute? Est-ce que vous allez participer à la prochaine sélection des astronautes de l'ESA? Alors, oui, je pense postuler en effet. Bon, euh, je me fais pas trop d'illusions, mais bon, je vais postuler en effet. Bon, ben, on vous souhaite bonne chance alors. Alors, je regarde notre chat pour voir s'il y avait d'autres questions. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote ou est-ce que vous avez déjà rencontré Thomas Pesquet? Vous avez quelque chose à nous dire sur votre lien avec Thomas? Alors, moi, je suis rentré en 2018 au CADMOS. J'ai pas eu la chance de faire Proxima, ce qui fait que voilà, les choses ont fait que entre le Covid, comme je vous disais, le planning très chargé de Thomas Pesquet, en réalité, j'ai eu très très peu de contact avec lui. Hélène vous a raconté la semaine dernière qu'au centre d'entraînement des astronautes, il avait tenu la porte. J'ai eu la chance de voir ça, parce que je faisais la même formation qu'elle au même moment. Donc en réalité, c'est vrai que c'était plus un travail dans les coulisses. Et on a eu quelques contacts. Globalement, le groupe avec l'astronaute, notre chef de projet a aménagé quelques temps en fonction justement du planning de Thomas Pesquet pour qu'on puisse avoir en groupe un petit dialogue. Mais voilà, ça a été quand même assez. Ça a été assez court. Bien, nous arrivons à la fin de ce Café Alpha. Merci de nous aider à comprendre quels sont les métiers de l'espace, des vols habités. Je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui aimeraient travailler dans ce domaine-là. Vous nous avez permis de comprendre que ce n'est pas si difficile finalement. Vous avez, réussi à faire votre chemin petit à petit. Il faut être patient pour y arriver. Est-ce que vous avez un message à passer pour les jeunes générations? C'est exactement ça. En réalité, moi, j'ai pas fait Supaéro ou une très grande école d'ingénieurs. Et avant de rentrer au CNES, j'avais une idée justement complètement faussée. Pour moi, j'avais pas fait la bonne école pour rentrer au CNES. J'ai eu une opportunité de répondre à une annonce et j'ai été pris. Donc ça a été une grande chance. Et en effet, CNES, on a aussi cette chance de pouvoir évoluer, changer de poste et quelque part de travail en interne dans l'entreprise. On est bien accompagné pour ça et ce qui fait que petit à petit, en effet, j'ai pu arriver à travailler sur cette mission. Donc c'est vrai que c'est une grande chance et finalement, ouais, il y a plusieurs chemins pour arriver à l'objectif. S'il y a bien quelque chose à retenir, c'est ça. Merci Grégory, parce que c'est aussi notre objectif à travers ces rendez-vous de donner l'envie et de montrer que c'est possible. Donc un grand merci pour votre témoignage. On se retrouve mercredi prochain, dans 2 jours, avec une autre invitée pour découvrir un autre métier. Nous serons avec Laura André Boyer, qui est instructrice d'astronautes à l'ESA. Alors, merci pour avoir été présent lors de ce Café Alpha. Je vais pouvoir le boire à présent. Merci à l'Agence spatiale européenne et au CNES de permettre ces rendez-vous très intéressants. Merci d'avoir été nombreux à vous connecter aujourd'hui. Et je vous retrouve donc mercredi prochain. Au revoir. Au revoir.